Donc, petit changement pour la présentation suivante. Comme je vous l'ai dit en introduction, donc c'est Thomas Bauer qui va intervenir et qui va nous parler des reconstructions latérales ligamentaires arthroscopiques de la cheville, études anatomiques et préliminaires. Et son intervention sera commentée par Philippe Beaufils. Merci François. Messieurs les académiciens, chers collègues, c'est effectivement un honneur pour nous de pouvoir être ici et je voudrais vous présenter un travail qui a été fait dans le service l'an dernier, donc quelque chose de récent, pour montrer qu'en arthroscopie ça bouge encore. On n'a pas fini de tout décrire ni de tout comprendre, et notamment dans la cheville, une étude anatomique préliminaire qui ouvre des voies intéressantes sur le traitement de l'instabilité chronique de la cheville sous contrôle arthroscopique. Alors, la technique de dissection des ligaments collatéraux latéraux de la cheville est relativement standardisée. On suit le ligament tibio-fibulaire antéro-inférieur, c'est-à-dire la partie distale de la synesmose tibio-fibulaire, pour aller retrouver l'origine du ligament talofibulaire antérieur, qui est ici et qui est celui qui est généralement le plus souvent lésé dans les entorses de cheville et qui, en cas d'instabilité chronique, est soit avulsé, soit a complètement disparu. Et puis ensuite, en fonction des dégâts, on peut aller disséquer le ligament calcanéofibulaire, qui est lui également souvent atteint dans les instabilités chroniques, mais son accès est plus complexe puisqu'il bien évidemment, on va avoir les tendons des fibulaires qui vont nous barrer la route. Et puis en fait, c'est un espace relativement restreint. Autant l'arthroscopie de genou, l'arthroscopie d'épaule, on est dans un volume assez vaste, autant dans la cheville, il va falloir réfléchir aux voies d'abord. Alors, on fait ça avec une technique standard d'arthroscopie antérieure de cheville, le patient en décubitus dorsal, sans distraction. La première voie d'abord est la voie antéromédiale pour l'optique, qui permet l'exploration complète de l'articulation, des récissus tibio-talien antérieur, des gouttières malléolaires. Puis par la voie antérolatérale, on va pouvoir commencer à faire une dissection de toute la partie latérale, de toute la gouttière talofibulaire, afin de disséquer les ligaments et de les voir complètement. Et puis on y associe une troisième voie d'abord au niveau du sinus du tarse, qui est globalement perpendiculaire à cette surface, c'est-à-dire la marge antéro-inférieure de la malléole latérale, afin d'avoir à la fois un contrôle global sur le ligament talofibulaire antérieur, puis sur le ligament calcanéofibulaire, puis dans l'idée d'une reconstruction ligamentaire par ligamentoplastie, de réaliser des tunnels osseux, ce qu'on verra ensuite. Alors la première étape, c'est la visualisation du ligament talofibulaire antérieur. On suit globalement la partie distale de la synesmose qu'on voit très bien sous arthroscopie puisque c'est un ligament oblique qui parfois est même très épais et le siège d'une synovite. Et on va aller depuis le tibia jusqu'à la malléole latérale, suivre ce ligament de la synesmose et ça va nous amener directement à la zone d'insertion fibulaire du ligament talofibulaire antérieur, qui est ici. En fait, on voit très bien une zone triangulaire, que j'ai schématisée ici, qui correspond ici au bord supérieur du ligament talofibulaire antérieur, que l'on voit parfaitement. Et à ce moment-là, sans dissection beaucoup plus importante, on arrive à voir le ligament et à voir son état. Est-ce qu'il est rompu? Est-ce qu'il est distendu? Est-ce qu'il est présent? Est-ce qu'il est bien tendu? Donc déjà, on a une notion de la qualité de ce ligament, rien que sur sa partie supérieure. Ensuite, on va disséquer jusqu'au niveau du talus, depuis la malléole jusqu'au niveau du talus, pour voir toute la partie superficielle du ligament talofibulaire antérieur et son insertion talienne qui est relativement vaste depuis le col du talus et qui s'étend au-delà du sinus du tarse. Et puis enfin, on va disséquer dans le sinus du tarse pour voir avec l'arthroscope qui va être les instruments qui vont être changés de position pour voir la partie distale du ligament. C'est relativement compliqué à ce niveau-là puisque le ligament talofibulaire antérieur est très vaste, très large. C'est un ruban fibreux qui est assez large avec plusieurs faisceaux, généralement 2 faisceaux, un supérieur et un inférieur qui se noient un peu au niveau du sinus du tarse. Voilà ce que l'on peut voir sous arthroscopie avec ici
la partie distale de la malléole. On a l'impression que c'est ici la pointe de la malléole, mais en fait elle est beaucoup plus distale que ça. Ici vous avez la partie distale du ligament tibiofibulaire, c'est-à-dire de la synesmose, que l'on a réséqué partiellement. Et là on voit l'origine de la partie supérieure du ligament talofibulaire antérieur. Avec ici, avec un crochet, on arrive à palper ce ligament, à avoir une notion de sa résistance, de sa consistance, et de savoir s'il est présent, s'il est fonctionnel ou non. Voilà une autre vision avec ici l'insertion talienne du ligament talofibulaire antérieur et ici au loin la malléole. Deuxième étape, une fois qu'on avait bien vu ce ligament talofibulaire antérieur, c'est de le sectionner purement et simplement pour pouvoir disséquer le rétinaculum et ensuite aller voir le ligament calcanéo-fibulaire. La première conclusion de ces dissections sous arthroscopie, c'est de se dire que si le ligament talofibulaire antérieur est présent et fonctionnel, c'est-à-dire bien tendu, on ne peut pas avoir accès sous arthroscopie au ligament calcanéo-fibulaire. Il faut le couper. La conclusion autre, c'est de se dire que si sous arthroscopie, chez un patient, on voit trop bien ou d'emblée le ligament calcanéo-fibulaire, ça veut dire qu'il y a une incompétence complète du ligament talofibulaire antérieur et que manifestement il faudrait le réparer. Et on se rend bien compte que quand on sectionne le ligament talofibulaire antérieur, ça ouvre l'espace talofibulaire et ça nous permet de voir le ligament calcanéo-fibulaire qui est très loin. Et donc il faut le disséquer en longeant, depuis le sinus du tarse, en longeant l'interligne sous-talien postérieur, et on va voir croiser le ligament calcanéo-fibulaire. Et la deuxième étape, c'est de disséquer sa face latérale sous contrôle pour bien voir les ligaments, les tendons fibulaires. Alors voilà la vision qu'on peut avoir, avec ici le ligament talofibulaire antérieur qui a été sectionné au ras de la malléole, ici les reliquats au niveau de la malléole du ligament talofibulaire antérieur, et ici deux ligaments, un ligament qui part loin et oblique assez ascendant, et puis un autre ligament oblique ici. Alors, en fait, le premier qu'on voit, c'est celui-ci, et on se dit c'est le ligament calcanéo-fibulaire. En fait, pas du tout, c'est le talofibulaire postérieur, qu'on voit très bien ici. Et ensuite, celui qu'on palpe ici avec le crochet, c'est le ligament calcanéo-fibulaire, qui vient donc, qui plonge en arrière et en distal, pour s'insérer sur le calcanéus, avec ici les tendons défibulaires qui sont protégés, et pour l'instant qu'on n'a pas visualisé puisqu'on a disséqué que la face profonde. Alors l'autre étape de notre étude anatomique, c'était de bien visualiser les zones d'insertion. La question était de savoir, 1, est-ce qu'on voit bien les ligaments, 2, est-ce qu'on est capable de visualiser leurs zones d'insertion, leurs limites. Donc on a à la pointe carrée sous arthroscopie, une fois qu'on avait repéré les ligaments, on a repéré ce qu'on estimait être les limites des zones d'insertion ligamentaire, à la fois la limite supérieure et inférieure du ligament talofibulaire antérieur sur la fibula, ces zones d'insertion sur le talus, et puis la même chose pour le ligament calcanéo-fibulaire au niveau de la fibula et au niveau du calcaneus, tout ça sous arthroscopie. Et puis la dernière étape, parce que quitte à les repérer, l'idée c'est de les reconstruire. Une fois qu'il n'y a plus de ligament, on s'est dit on va faire un tunnel osseux au centre de cette zone d'insertion en postulant que c'est l'endroit le plus anatomique, on va dire, pour reconstruire des ligaments avec un tendon X ou Y. Donc on faisait 3 tunnels, un tunnel fibulaire complet avec un guide sur la corticale postérieure et une contre-incision pour protéger les tendons fibulaires, qui était situé en gros au milieu de la marge antéro-inférieure et qui était dirigé oblique proximalement. Un tunnel talien borgne qui était en direction du corps du talus, au niveau du col du talus, et puis un tunnel calcanéen qui était complet et dirigé en bas et en arrière. Voilà la visualisation de la réalisation notamment du tunnel fibulaire sous contrôle arthroscopique, avec bien évidemment un écarteur ici pour luxer les tendons fibulaires en arrière, pour ne pas les léser lors du passage de la mèche. Alors les buts de l'étude, c'était 1, la faisabilité de la visualisation et de la dissection de ces deux ligaments, talofibulaire antérieur et calcanéo-fibulaire, sous arthroscopie. Et puis 2, de savoir si on était iatrogène. La question, est-ce qu'on les voit? Oui. Et la deuxième question, est-ce qu'on fait beaucoup de dégâts pour les voir? Avec une notion sur la courbe d'apprentissage et une précision du positionnement des tunnels. Alors le protocole était simple. Sur la courbe d'apprentissage, on a mesuré la durée moyenne de l'intervention, cette intervention arthroscopique cadavérique. Et les uniques opérateurs étaient des
opérateurs, je dirais, qui n'avaient pas d'expérience majeure en arthroscopie de cheville, c'est-à-dire c'était des internes et chefs de clinique qui, en revanche, sont bien aguerris à l'arthroscopie du genou et de l'épaule, mais moins à l'arthroscopie de cheville. Et puis, après l'intervention, on faisait une dissection à ciel ouvert pour voir justement ce qu'on avait fait comme dégâts, notamment au niveau du nerf fibulaire superficiel, au niveau des vaisseaux, des tendons fibulaires, que ce soit au niveau des voies d'abord, de la dissection en elle-même ou des tunnels. Et ensuite, on mesurait la précision des zones d'insertion qu'on avait estimées, notamment la zone d'insertion arthroscopique estimée à la pointe carrée, que l'on mesurait par rapport à la zone d'insertion anatomique, c'est-à-dire la réelle, celle qu'on voyait après dissection à ciel ouvert, et on mesurait la différence en millimètres entre les centres de ces deux zones d'insertion pour avoir une notion de la précision de nos mesures. De même pour les tunnels, on mesurait la différence entre la position de l'origine du tunnel et le centre réel de la zone d'insertion anatomique. Alors pour la courbe d'apprentissage, les premiers cas, bien évidemment, étaient un peu laborieux. Et puis assez rapidement, au bout de 6 interventions, on a vu une réduction significative de la durée, ce qui veut dire qu'il y a certes une courbe d'apprentissage, mais qu'elle est relativement courte. Sur la iatrogénie, la bonne nouvelle, c'est que, on a réussi à avoir les deux ligaments dans tous les cas, sans créer de lésions vasculo-nerveuses ou tendineuses macroscopiques. Il y a eu 2 erreurs avec les tunnels qui étaient en fait des mauvaises positions des tunnels. Un tunnel calcanéen trop proximal et donc qui débordait un peu dans la sous-talienne, et un tunnel talien trop transversal qui a rompu le col du talus. La position des zones d'insertion, alors quand on a mesuré les zones d'insertion des différents ligaments, que ce soit au niveau du ligament talofibulaire antérieur ou du ligament calcanéo-fibulaire, c'est complètement en rapport avec les différentes mesures qui ont été publiées récemment sur les mesures des zones d'insertion du ligament talofibulaire antérieur et du ligament calcanéo-fibulaire par rapport au relief osseux, c'est-à-dire la pointe de la malléole, l'apex de l'apophyse latérale du talus et puis le tubercule des péronniers. Juste pour dire qu'en fait c'est une insertion un peu commune entre le ligament talofibulaire antérieur et le ligament calcanéo-fibulaire au niveau de la malléole, ce qui explique qu'on fera un tunnel unique pour la reconstruction. Ensuite, la précision de ce que nous on voyait sous arthroscopie par rapport à ce qu'on voit à ciel ouvert. La distance, c'est-à-dire la distance entre le centre de la zone d'insertion vue sous arthroscopie et le centre de la zone d'insertion vue à ciel ouvert est de l'ordre du millimètre. C'est-à-dire que pour l'insertion fibulaire du LTFA, on avait 1,7 mm. Pareil, 1,5 mm pour la zone d'insertion sur le talus. Et pour le ligament calcanéo-fibulaire, 1,4 mm au niveau de sa zone d'insertion fibulaire. Un peu moins de précision au niveau de la zone calcanéenne parce qu'en fait, on disséquait un peu moins, pas assez en arrière. La localisation des tunnels. La précision, c'est-à-dire la position du tunnel par rapport au centre de la zone d'insertion des ligaments. Donc je vous l'ai dit, pour le tunnel fibulaire, on avait fait le choix de faire un tunnel unique, puisqu'on s'est rendu compte, c'est pas nous qui nous sommes rendus compte, mais les études anatomiques, qu'il y avait un continuum entre la zone d'insertion du ligament talofibulaire antérieur et du calcanéo-fibulaire. Et donc le tunnel fibulaire était généralement, en gros, 3 mm trop haut par rapport à la zone, au centre global. C'est-à-dire qu'il fallait le mettre toujours un peu plus bas qu'on pensait. Le tunnel talien était 4 mm trop antérieur, donc il faut le mettre un petit peu plus en arrière. Et le tunnel calcanéen, pareil, 3 mm trop antérieur, c'est-à-dire qu'il faut disséquer un peu plus en arrière et luxer un peu plus les tendons fibulaires. Partant de ces résultats, les conclusions de cette étude relativement simple, c'était de dire que sous arthroscopie, avec une technique simple, sans distraction, sans matériel spécifique, on arrive à visualiser le ligament talofibulaire antérieur et le ligament calcanéo-fibulaire dans tous les cas, avec 3 voies d'abord. Alors le ligament calcanéo-fibulaire, on le visualise si le ligament talofibulaire antérieur a été sectionné, sinon on ne peut pas le voir. La courbe d'apprentissage est relativement courte, les repères sont fiables et la position des tunnels est précise puisqu'elle est de l'ordre du millimètre, mais on peut encore s'améliorer en positionnant le tunnel tibial, le tunnel fibulaire plus en bas, plus distal, et pour cela on met l'optique par la voie antérolatérale pour avoir une très bonne visualisation de toute la marge antéro-inférieure de la fibula. On positionne le tunnel talien plus en arrière, c'est-à-dire juste sous la zone, la limite de la zone cartilagineuse. Et puis, pareil pour le tunnel calcanéen, encore plus en arrière, pour se rapprocher des zones anatomiques d'insertion. Et avec ces modifications-là, on évite les lésions iatrogènes, on évite les fractures du col du talus. Et voilà
ce que l'on peut imaginer comme prochaine étape et qui est en fait déjà en cours, c'est la reconstruction anatomique de ces deux ligaments, le ligament talofibulaire antérieur, qu'on voit ici sous arthroscopie, avec la pointe de la malléole, et le ligament calcanéofibulaire, que l'on voit ici sous arthroscopie, avec ici les tendons défibulaires. Et si l'on compare avec cette magnifique planche anatomique de Pao Golano, on se rend compte qu'on n'est quand même pas si loin de la direction et des zones d'insertion anatomique de ces deux ligaments, le tout sous arthroscopie, ce qui ouvre quand même pas mal de voies et de discussions pour la place de l'arthroscopie dans le traitement de ces instabilités chroniques de cheville. Je vous remercie. Merci Thomas pour cette belle présentation. Le commentateur pour cette présentation, c'est le docteur Philippe Beaufils de Versailles, ancien président de la SFA et membre de l'Académie. Chers collègues, d'abord bravo à Thomas Boer et à l'équipe d'Ambroise Paré. On reconnaît bien là la qualité des travaux qui sont issus de cet hôpital, qui est un hôpital que je chéris puisque j'y ai fait mon clinica. Moi, cette communication, elle m'a beaucoup intéressé, même si je ne suis pas du tout spécialiste de la chirurgie de la cheville, parce que, une fois de plus, ça nous montre l'intérêt de l'arthroscopie pour redécouvrir l'anatomie. Et ça, je crois que pour nous, chirurgiens, c'est quelque chose de très important. On avait vécu ça avec la radiologie axiale, le scanner, l'IRM, nous ont fait redécouvrir l'anatomie, et on redécouvre l'anatomie aussi avec l'arthroscopie de toutes les articulations, y compris des choses très connues comme le ménisque, le croisé antérieur. Il y a encore des travaux d'anatomie qui sortent sur ces sujets-là, et ce type de travail est très intéressant. Définitivement, la vue arthroscopique, elle implique une nouvelle approche anatomique, et on doit avoir cela en tête à chaque fois que l'on veut décrire une nouvelle technique. Deuxième commentaire que je voudrais faire, c'est que la pathologie chronique de cheville, parce que c'est bien là-dessus que porte ce travail fondamental, c'est une pathologie qui, je crois, a tendance à être moins bien connue par nos jeunes collaborateurs, peut-être parce que c'est devenu un peu plus rare. Nous avions tous l'habitude et nous savions tous faire un castin, une retention du périoste, un lembeau périosté. Je ne suis pas sûr que ceci soit connu de nos jeunes collaborateurs. Et c'est donc là, à nouveau, l'intérêt de développer ou de diffuser ces nouvelles informations sur l'anatomie et sur les possibilités de réparation des ligaments de la cheville. Troisième commentaire, c'est un commentaire commun à l'arthroscopie. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle technique arthroscopique qui est en train de se pointer le nez, c'est de savoir si cette technique va voir réellement le jour, va réellement être diffusée dans la communauté orthopédique et si elle va être définitivement adoptée. Alors là, c'est peut-être difficile de le dire à ce stade de développement du travail. Il y a des techniques arthroscopiques qui se sont imposées d'elles-mêmes. On pense au ménisque, on pense au croisé antérieur, on pense à la coiffe des rotateurs. Il y a d'autres techniques arthroscopiques, on le verra tout à l'heure avec l'instabilité, qui restent encore un peu en débat par rapport à la technique à ciel ouvert. Et là, c'est une nouvelle brèche qui nous est proposée, cette fois-ci à la cheville, sur la réparation des ligaments latéraux. Alors c'est toujours très intéressant ça, de voir ça. Et on peut se poser la question de savoir ce qui fait qu'une technique arthroscopique va ou ne va pas diffuser dans la pratique quotidienne. Alors il y a évidemment la morbidité. Vous nous avez montré qu'on était peu morbide, en particulier vis-à-vis des tendons fibulaires, et ça c'est un point très important. Il y a la rapidité des suites, mais somme toute, je pense qu'on est à peu près dans les mêmes rapidités des suites à ciel ouvert ou en arthroscopie. Et puis il y a surtout, et c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce travail, la capacité à reproduire l'anatomie. On revient toujours à cette question de l'anatomie. Et là, ce travail, il nous montre, sur 14 pièces cadavériques, ce qui est quand même un corpus important, il nous montre la précision de la visée arthroscopique. On est à, je l'ai noté là, entre 2,9 et 4,4 mm de différence par rapport à l'anatomie. Alors vous aurez toujours les pessimistes qui vont vous dire que c'est pas très bon, puis les optimistes qui vont vous dire que c'est pas mal.
mais je ne suis pas sûr qu'en chirurgie à ciel ouvert, on atteigne ce degré de précision. Je suis même sûr que quand on fait un castin, on est loin de cette précision. C'est évident. Alors, un avant-dernier commentaire, c'est que c'est une étape intermédiaire, vous l'avez confirmé, et je m'en doutais bien. C'est donc une étape intermédiaire avant de voir venir des études sur le positionnement anatomique du transplant, son isométrie, son comportement cinématique, et ça, on sera très intéressé. Dernier point, ça c'est un point qui intéresse vraiment nos organismes tutélaires, c'est de savoir si une telle technique peut être mise entre toutes les mains. Autrement dit, est-ce qu'on ne complique pas un geste qui, à ciel ouvert, est relativement simple? Et c'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir cette étude de la courbe d'apprentissage et de l'absence de morbidité intra-opératoire en tout cas, parce que cela démontre que, certes, il faut avoir un équipement et une expertise arthroscopique importante, mais qu'une fois acquise cette expertise, ce sont des techniques qui sont accessibles, somme toute, à la communauté orthopédique. Voilà ce que je voulais vous dire, en remerciant encore une fois Thomas Boer et son équipe pour ce très beau travail. Merci Philippe. Des questions? Oui. Merci Philippe. En tant que chirurgien pédiatrique non orthopédiste, j'ai été particulièrement ébloui par le choix et la grande qualité des planches anatomiques qui nous ont tellement appris de choses. C'était une présentation formidable. En même temps, le président de la société, Olivier Courage, a mentionné une activité bien développée à l'IRCAD à Strasbourg, où il y a en particulier les techniques d'exploitation des IRM, de la réalité augmentée et des images en 3 dimensions. Donc ma question, c'est de savoir, puisque c'est applicable à l'épaule, c'est applicable au genou, où en est-on par rapport pour la cheville, d'accroître la rapidité d'évolution grâce à la réalité augmentée et l'IRM 3 dimensions. C'est sûr que c'est la prochaine étape, parce que en fait, l'arthroscopie de cheville est vraiment, je dirais pas en retard, mais ça restait pendant longtemps une arthroscopie de description. On voyait des lésions, on curetait des lésions, on enlevait des corps étrangers. Et là, depuis quelques années, on répare des lésions, comme on répare des coiffes, comme on met des transplants comme pour des ligamentopathies de croisée antérieure. Alors on s'est beaucoup inspiré justement de l'évolution des chirurgies au niveau du genou, au niveau de l'épaule, pour essayer de se rapprocher de l'anatomie, de ne plus être extra-anatomique. Alors donc maintenant, la prochaine étape, ça va être effectivement de transmettre ces techniques avec toutes les nouvelles technologies qui nous permettront d'avancer encore plus et justement, comme l'a dit M. Beaufils, de montrer qu'on peut y arriver sans que ce soit un exploit technique et sans être iatrogène. Ça, c'est hyper important. Comme dans les instabilités chroniques de cheville, le pronostic est essentiellement au cartilage. Jusqu'où raisonnablement peut-on voir le dôme talien et peut-être la partie antérieure également du pilon par cette même voie d'abord pour faire quelque chose ou pour faire un bilan ou éventuellement un geste thérapeutique associé? C'est ça l'intérêt de l'arthroscopie, c'est qu'avant de commencer, quand on commence, on fait le bilan complet de l'articulation et le dôme talien, en fait, on peut, si la cheville n'est pas trop raide, mais généralement chez les patients qui souffrent d'instabilité chronique, c'est pas le problème, on a plus des 2/3 antérieurs du dôme du talus. Et globalement, 80% des lésions ostéochondrales, on arrive à les traiter par arthroscopie antérieure. Faire un commentaire, une petite question. Je ne suis pas très spécialiste dans l'articulation, mais comme assistant en anatomie, avec mon ami Jacques Guyot, qui a fait un remarquable atlas anatomique sur les articulations. À l'époque, il y a une vingtaine d'années, c'était un des tout premiers. Je sais que c'est difficile d'identifier les différentes structures. Donc on est impressionné de voir ce que vous nous avez montré là. Et je voulais vous demander, donc l'espace de travail, c'est bien l'articulation. On est complètement dans l'articulation. Donc là, il faut vraiment des instruments qui soient très fins pour... Alors oui et non. En fait, c'est d'abord l'articulation au début, puis après on fait une dissection latérale, endoscopique, c'est-à-dire on n'est pas dans un espace articulaire, on est dans la gouttière talofibulaire,
et puis on va disséquer les ligaments. Donc c'est un espace de travail concret pour voir les ligaments. Et puis pour l'instrumentation, on utilise des arthroscopes standards de 4-5, comme pour le genou ou l'épaule. La principale raison, c'est que les os sont trop fragiles en fait. Et ma deuxième question, elle concerne la formation, parce que comme vous l'avez dit, c'est quand même une technique qui est difficile. Je ne sais pas si ça présente des risques, on n'a pas trop insisté là-dessus. Est-ce qu'actuellement, pour avoir accès à cette formation, il y a la nécessité d'avoir un label particulier, je veux dire obligatoire, ou si c'est simplement une formation intégrée dans le desk, ou bien dans le cas du DU. Je vous pose la question, pourquoi? Parce que nous, actuellement, à l'Académie de chirurgie, on est dans la réflexion par rapport à la robotisation ou à la chirurgie robot-assistée pour le viscère. Et c'est pas sans enjeu, parce que vous avez sûrement eu écho des complications, des difficultés du démarrage, et qui persistent encore en célioscopie, liées à un apprentissage et à une gestion des situations difficiles encore imparfaites. Et donc, pour le robot, on ne voudrait pas que nos collègues se retrouvent en pareille difficulté. Comme exemple, on déborde un peu là, mais c'est qu'actuellement, les assureurs des chirurgiens, se posent la question de savoir si, en France, on va continuer à assurer les chirurgiens qui font de la chirurgie de l'obésité. Donc là, peut-être qu'on n'est pas dans un risque aussi grand de mortalité ou de morbidité lourde, mais est-ce que vous, en tant que société savante, vous avez des réponses à ça pour la formation indispensable, nécessaire pour que cette technique soit diffusée avec sécurité et qu'elle puisse donner toute son efficacité? Ça, c'est une question qui dépasse bien évidemment la cheville. En pratique, on est en réflexion dans le bureau pour savoir justement comment modifier l'enseignement et les statuts éventuels et la qualité de la formation. Il y a beaucoup de discussions, et il y a même beaucoup de discussions au-delà de nos frontières sur la société américaine qui a fait exactement un travail similaire pour savoir à qui on pouvait donner le label ou pas le label. C'est extrêmement complexe à mon sens, et ça demande un peu de temps pour en discuter. Ce qui est sûr, c'est que déjà sur notre formation, qui est actuellement encore un DU, je ne sais pas si ça va le rester, il y a une validation pratique qui est importante, parce que c'est depuis le début, donc il y a des formations pratiques. Et puis ça va au-delà du DU, parce qu'il y a des enseignements, et Thomas Bauer il participe à ces enseignements sur la cheville, où on peut continuer à aller se former après avoir passé son DU. C'est de libre accès à l'IRCAD notamment, mais il n'y a pas que les sessions de l'IRCAD. Mais c'est sûr que le côté pratique dans la formation, on y prête bien attention, hein. Monsieur Mercier, passe-lui le micro. Je pense qu'en chirurgie, on est face à un problème de maîtrise et de gestion de l'innovation technologique. Peut-être un exemple, un conseil, celui qui va passer de l'hôpital et qui va s'installer, vérifier dans le contrat qu'il est assuré pour ce type d'intervention. On ne développe pas plus, mais c'est lourd de sous-entendu. D'autres questions? Merci. On va passer donc... Bravo, merci Thomas et merci Philippe.